Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mes deux co-présentateurs. Bonsoir Laura. Bonsoir. Thierno Souleymane Diopnian qui est de retour. Bonsoir Thierno. Bonsoir Aline. Tout à l'heure, nous allons recevoir monsieur Pape Malik Barros, qui est le fondateur d'Afrotech, qui est une bibliothèque qui a pour objectif de faire la promotion de la littérature africaine, ainsi que l'auteur, compositeur, interprète d'origine bissau-guinéenne qui s'appelle Aïmi. Mais tout de suite, nous allons recevoir un diplômé en sciences politiques de l'université Gustave Eiffel de Paris. Il est président de Polaris Asso et également ambassadeur jeunesse pour l'UNESCO depuis 2018. Il vient nous parler de la journée internationale de la jeunesse qui s'est tenue le 12 août dernier. Nous recevons M. Ousseynou Gueye. Go, les hommes le plus loin possible, quoi, les femmes. Très bon choix. Nous allons également recevoir une diplômée de l'École nationale d'administration de Dakar. Elle est actuellement conseillère technique au secrétariat du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Elle vient de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal son deuxième roman intitulé Légitime imposture. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Mariam Soda Ndoye Lo. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer par vous, monsieur Gueye. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes le président, vous êtes le directeur exécutif de Polaris Asso. Vous êtes également ambassadeur jeunesse pour l'UNESCO depuis 2018. Vous venez nous parler un peu de la journée internationale de la jeunesse qui se tient tous les 12 août, je crois, de chaque année. Ici au Sénégal, par quoi ça se traduit un peu une journée internationale de la jeunesse? Merci beaucoup pour l'invitation. Tout d'abord, je tiens à saluer vos téléspectateurs ainsi que les chroniqueurs qui sont bien là pour nous poser des questions. La journée internationale de la jeunesse est effectivement une journée qui a été reconnue par l'Organisation des Nations Unies depuis 1999. Et qui est un prétexte finalement pour célébrer les victoires des jeunes, pour célébrer les initiatives, pour mettre la lumière sur ce que les jeunes ont à apporter dans la marche de nos sociétés, autant locales qu'internationales. Mais aussi, c'est la journée où les organisations de la société civile, les organisations publiques et privées qui mènent des initiatives et des actions en faveur de la jeunesse ne se sentent plus seuls. Ils sont comportés par un élan international, mondial, notamment pour valoriser et mettre l'accent sur les difficultés que cette jeunesse-là rencontre. Donc ici au Sénégal, la journée internationale de la jeunesse permet de revenir sur les difficultés et sur les défis qui attendent notre jeunesse. La liste est longue, j'imagine qu'on reviendra dessus tout à l'heure, mais aussi de se fédérer finalement. C'est le message le plus important peut-être. C'est le message de fédération, d'unité, d'union, de capacité à se fédérer entre organisations de la société civile, entre jeunes, pour porter ensemble un plaidoyer en faveur de l'autonomisation des jeunes. Absolument. Et vous, votre association Polaris intervient beaucoup dans le domaine du numérique. C'est vrai qu'actuellement, quand on dit jeunes, on pense tout de suite au numérique. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Tous les enfants, à partir de, je ne sais pas, dès qu'ils savent marcher, je pense qu'ils sont sur les tablettes, ils sont sur les appareils jusqu'à un certain âge. Je veux dire, tout le monde est sur les réseaux sociaux en général. Vous, qu'est-ce que vous leur apportez comme je sais pas, peut-être renforcement de capacité, comme formation, pour qu'ils puissent savoir, pour qu'ils puissent tirer profit vraiment du numérique en tant que tel? Alors absolument, vous venez de le souligner. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde numérique. Avant, les jeunes se connectaient. Aujourd'hui, ils ne se connectent plus, ils vivent connectés. Absolument. Donc même quand on est en train de dormir, nos smartphones marchent, les applications marchent, on reçoit des messages, des emails, etc. Dans ce contexte où le numérique est omniprésent dans nos vies, la question majeure qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Quel usage on en fait finalement? Nous, c'est dans ce sens qu'on intervient. Donc on accompagne les jeunes
à avoir des compétences numériques. Tantôt des compétences numériques de vie qui vont leur permettre d'éviter un certain nombre de dangers, de pièges et de menaces qui les guettent à l'ère du numérique. Ça peut être le cyberharcèlement, ça peut être le piratage, ça peut être le dark web, le vol de données personnelles, etc. Tantôt, nous leur apportons des compétences professionnelles. Là, ça va au-delà de simples aptitudes de vie, qu'on peut aussi appeler alphanumérisation. Ça, c'est nous, aujourd'hui, nous pensons que toute personne doit avoir des compétences de vie numériques. Sinon, tu te retrouves exclu de la société. Mais il faut aussi donner aux jeunes cette capacité à avoir des compétences professionnelles. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui sortent et qui nous disent que 80% des métiers de demain, des métiers de 2030, 2040, seront des métiers liés au numérique. Donc, soit des métiers purement numériques, comme le développeur web, comme le marketeur digital, comme le community manager, ou même des métiers classiques, mais qui vont se voir fortement impactés ou disruptés absolument. Par le numérique. Donc, aujourd'hui, avoir des compétences professionnelles numériques est gage de facilitation d'une insertion professionnelle aujourd'hui et demain. Donc, voilà ce que nous faisons aujourd'hui chez les jeunes. Nous avons un troisième pilier sur lequel nous agissons de plus en plus parce qu'on en voit le besoin. C'est autour de la citoyenneté numérique. C'est comment aujourd'hui, vous m'avez invité dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse. Une des préoccupations majeures aujourd'hui, c'est la place que les jeunes occupent dans l'espace public, dans les décisions publiques, dans l'espace peut-être politique également. Donc aujourd'hui, pour nous, le numérique est justement un outil qui permet aux jeunes, aux femmes et aux hommes qui sont des jeunes de pouvoir faire entendre leur voix, de pouvoir exercer le rôle de citoyenneté, de pouvoir demander de la redevabilité également auprès des autorités publiques. Voilà. Quand on sait que la moyenne d'âge en Afrique, en moyenne, la moyenne d'âge est de 18 ans en Afrique, quand dans certains pays d'Europe, il est de 40 ans parfois. Est-ce que là, nous devrions avoir la même posture que les jeunes des autres pays? Est-ce que, par exemple, je veux dire que lorsqu'on est ultra majoritaire, est-ce que les jeunes doivent avoir toujours cette même posture attentiste, cette même posture victimaire que les jeunes qui sont dans les autres pays? Est-ce qu'il n'est pas temps que les jeunes prennent le pouvoir? Actuellement, on est, je veux dire, à la veille peut-être d'un remaniement ministériel. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on ait que des moins de 50 ans comme ministre? Est-ce qu'il est normal qu'au Sénégal, on ait des ministres de plus de 50 ans? C'est une injustice et une inégalité qu'on a constatée dans toutes les institutions de nos pays. Dans les institutions publiques, mais aussi dans les institutions privées. Dans les institutions publiques, la moyenne d'âge au Sénégal est de 19 ans. Pour la dernière législature, pour les députés qui viennent de sortir, la moyenne d'âge dépassait 40 ans au niveau des députés de l'Assemblée nationale. Même chose pour le gouvernement, voire pire. Donc il y a encore moins de jeunes. Plus on avance à l'échelle de la prise de décision publique, moins on a de jeunes. Et moins aussi on a de femmes, bien sûr. Donc de jeunes femmes, encore moins. Donc c'est aujourd'hui comment, vous avez parfaitement raison de le souligner, les problèmes de l'Afrique, les problèmes du Sénégal, ce sont les problèmes des jeunes. Nous sommes ultra majoritaires. Ce sont des problèmes d'insertion professionnelle. Ce sont des problématiques d'éducation. Ce sont des problématiques d'accès à l'information et à l'apprentissage. Ce sont des problématiques de formation professionnelle. Donc comment aujourd'hui on est capable de fédérer et de créer des synergies sous l'impulsion des jeunes pour que ces jeunes-là puissent se faire entendre davantage, puissent avoir accès à la table de prise de décision dans nos pays, parce que cela permettra d'une part de réparer une injustice qui est là, qui est que les gens sont majoritaires mais ne sont pas présents dans la sphère publique, et aussi de répondre à cette présomption que nous avons. Plus de jeunes impliqués dans la prise de décision publique fera certainement de meilleures politiques publiques en faveur de la jeunesse. Je vais passer la parole à mes jeunes, à moi, en commençant par Laura. Bonsoir, M. Gueye. Merci d'être avec nous. Effectivement, pour en revenir à votre association, donc, j'ai pu voir que vous vouliez utiliser le numérique pour vous attarder aux préoccupations justement de la jeunesse. Je voulais vous demander dans un premier temps, quelles sont les préoccupations principales qui ressortent des échanges, des contacts que vous avez avec les jeunes, et aussi de quelle manière justement, de manière effective, vous pouvez avoir un impact sur leurs préoccupations? Alors,
les préoccupations sont assez connues. C'est d'abord des préoccupations d'insertion sociale et d'insertion professionnelle surtout. Le numérique aujourd'hui, il faut que les jeunes le comprennent, leur offre des opportunités énormes pour s'insérer sur le marché du travail. Qu'on soit littéraire, qu'on soit scientifique, qu'on ait un niveau BFM, un niveau bac, un niveau universitaire. Aujourd'hui, il y a un métier du numérique qui peut correspondre à votre profil quand on est jeune. Si on est littéraire comme moi et qu'on est bon peut-être en écriture, on peut être community manager ou web content manager. Quand on est scientifique, on peut être data scientist, on peut être développeur web. Donc aujourd'hui, le numérique leur offre d'énormes opportunités. Donc pour répondre à cette problématique concrète de comment je fais pour m'insérer et pour avoir des revenus et pour prendre ma vie en main, ou prendre le pouvoir, comme vient de le dire M. Ndiaye, sur ma vie d'abord et sur le destin certainement, nous avons lancé des programmes d'accompagnement et d'insertion professionnelle. Aujourd'hui, nous avons un programme qui s'appelle Tech for She, qui cible notamment les femmes, parce qu'il faut comprendre une autre préoccupation aujourd'hui, c'est l'inégalité hommes-femmes aussi que nous avons dans nos sociétés. Quand je suis revenu de la France il y a 2 ans maintenant pour travailler dans mon pays, je recrutais un infographe. J'ai reçu 300 CV d'infographe. Ce n'est pas le métier le plus compliqué du numérique. 300 CV, 297 CV hommes et 3 CV femmes. Donc c'est dire aussi qu'aujourd'hui, il y a énormément de travail à faire en termes d'inclusion numérique des femmes. Donc le programme Tech for She, dont je parlais tout à l'heure, est une initiative qui va permettre à des jeunes femmes de se former sur les métiers du numérique sur une période de 6 mois, à acquérir des compétences techniques, aussi avoir un accompagnement matériel qui puisse leur permettre au bout de 6 mois de s'insérer dans des entreprises ou de créer même leur propre entreprise et de faire de l'entrepreneuriat numérique. L'autre volet, c'est l'insertion sociale. Par insertion sociale, on parle aussi de sécurité. Aujourd'hui, il faut comprendre que les jeunes à qui nous parlons nous disent que nous avons d'énormes difficultés sur Internet. Il y a une vraie relation de confiance aujourd'hui à construire entre les jeunes, notamment, encore une fois, malheureusement, les jeunes femmes qui sont les plus touchées et les outils numériques. Donc, comment faire en sorte pour que le numérique ne soit pas un levier de menace, mais plutôt d'insertion professionnelle et de réussite? Comment faire pour lutter, par exemple, contre le cyberharcèlement, contre les violences en ligne, contre les discours de haine, contre le piratage, contre le vol de données personnelles? Aujourd'hui, tous les jours, quand je vais dans les sites d'information sénégalais, faisons l'expérience, tous les jours, il y a un scandale qui est lié à Internet. Des photos qui sont futées, les jeunes pratiquent de la revenge porn, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais énormément de difficultés aujourd'hui qui sont réelles. Et on a l'impression qu'on n'en parle pas trop. Et pourtant, qui sont omniprésents, qui sont quotidiens. Nous, au quotidien, on reçoit dans nos locaux. On en parle beaucoup, il n'y a que ça dans la presse maintenant. Alors, c'est ça le problème. Je pense qu'on n'en parle pas de la bonne manière. On en parle pour dire ils sont victimes. On en parle pour dire fait divers, people, telle personne, telle personnalité a fait fuiter une vidéo. On n'en parle pas pour éduquer et pour sensibiliser. On participe à la diffusion, en fait. On participe à la diffusion. On en parle d'une mauvaise manière même à la limite. On n'éduque pas. Donc comment la presse, qui est peut-être un des premiers acteurs interpellés sur ce sujet-là, l'État, l'école et la famille, peut jouer un rôle dans l'éducation numérique des jeunes. Et nous avons un certain nombre de programmes qui nous permettent de sillonner le territoire national et de sensibiliser, de former les jeunes à l'éducation numérique. Clairement. Bonsoir. Je suis très heureux de te rencontrer. Je te félicite pour toutes les actions que tu mènes et pour tout ce que tu fais pour cette jeunesse-là. Alors, la Journée internationale de la jeunesse est un prétexte pour un peu parler de cette problématique de la jeunesse. On va jamais nous lasser de le dire, même si notre patriarche... oui. Mais en fait, c'est pour dire que moi, je pense que dans un pays comme le Sénégal et au-delà, dans un continent comme l'Afrique, et comme il l'a rappelé tout à l'heure, où l'âge médian, c'est autour de 18 ans, pour moi, la jeunesse doit être la problématique cruciale. C'est important. On ne doit même pas avoir de politique publique pour les jeunes. Toutes les politiques publiques doivent tourner autour des jeunes parce que
c'est ça l'avenir, parce que d'ici 2050, l'Afrique sera la première puissance démographique du monde et la majorité démographique, elle sera jeune. Donc c'est à partir de maintenant qu'il faut encadrer ces jeunes, il faut les former, il faut peut-être leur préparer dans des horizons assez reluisants pour qu'on évite ce que tu es en train de dire à travers un peu ce qui se passe dans le net, ces jeunes qui sont perdus ou bien qui sont attirés par d'autres officines qui parfois, en tout cas, leur proposent autre chose. Alors, moi la première question que j'ai envie de te poser plutôt, eu égard à tout cela, à l'écosystème dans lequel tu baignes et tout ça, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on est vraiment représenté? Tout à l'heure, Alune l'a un peu souligné en parlant de remaniement. Est-ce que tu penses qu'on a cette écoute? Est-ce que les problématiques des jeunes sont prises en compte par les décisions, par ceux qui sont en haut? Pas simplement en termes de représentativité de jeunes qui siègent autour du Conseil des ministres ou qui sont à l'Assemblée, etc. Mais je pense dans la pratique. Est-ce que tu penses que vraiment le ministre de la Jeunesse, par exemple, si tu devais le noter, disons les choses, est-ce que le ministère de la Jeunesse en tant qu'appareil est là à côté des jeunes? C'est ma première question. En attendant, il y a 3 autres qui t'attendent. Désolé, on est là pour débattre. Non, je pense que les problématiques est de plus en plus posées dans notre société. Et les jeunes, en tout cas, je ne sais pas pour les autorités publiques, mais les jeunes sont de plus en plus conscients de leur place et de leur rôle. Je l'avoue, c'est un processus lent. J'espère que c'est un processus sûr. Mais c'est par contre un processus qui ne va pas reculer. C'est un processus irréversible. Absolument, c'est le mot. C'est un processus irréversible, peut-être lent. J'aurais aimé que ça s'accélère, que ça aille beaucoup plus vite. Mais il faut aussi peut-être savoir aller au rythme de notre société. Exactement. Et des mutations de notre société. Je pense que nous avons eu des événements ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années qui nous montrent quand même qu'on a une jeunesse qui s'éveille de plus en plus. On a vu des élections législatives, on a vu des élections locales, on a vu des élections présidentielles, on a vu un certain nombre de combats, on a vu un certain nombre de plaidoyers qui sont de plus en plus portés par la jeunesse. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons également décidé de nous fédérer. Aujourd'hui, il y a une organisation qui s'appelle le Consortium Jeunesse Sénégal, qui fédère 18 organisations dirigées par des jeunes, afin qu'on puisse avoir un agenda commun et un plaidoyer commun. La prise de conscience est enclenchée. Elle est peut-être lente, elle n'est peut-être pas encore suffisante, mais c'est enclenché. Maintenant, comment faire pour l'accélérer? Comment faire pour aller mieux? Je pense qu'il faut avoir des approches globales. Absolument. À ce niveau-là, sociétal, porté par toute la société. J'aime bien ce que vous venez de dire tout à l'heure. Il ne faut pas des politiques en faveur de la jeunesse. Tout, en fait, dans nos pays, doivent tourner peut-être autour de la jeunesse. Parce que même quand on parle de santé et qu'on suppose que ça touche les personnes âgées, mais les professionnels de santé, les infirmiers, ceux qui sont censés administrer les soins, sont potentiellement des jeunes. Donc aujourd'hui, les jeunes doivent être le pivot de notre politique nationale. Et cela, pour moi, passe par une société qui est prête et qui marche résolument vers cette démarche-là. Ce n'est pas que l'État, d'ailleurs. On aime bien tirer sur le ministre de la Jeunesse. Voilà. Quelle conception avons-nous des jeunes dans nos familles? Quand tu parles à ton papa et à ta maman, quelle conception ils ont d'un jeune de 18 ans, de 20 ans par rapport à son autonomisation, par rapport à sa capacité à affronter un monde professionnel qui n'est pas aujourd'hui forcément simple. Donc ça commence peut-être surtout par la famille, par l'éducation, par l'école. Quel sens de la responsabilité on donne aujourd'hui à nos jeunes? Moi, je le vis peut-être au quotidien en tant que dirigeant associatif. Je vois souvent beaucoup de freins qui sont dus à mon âge. Que peut-être que si j'avais 40 ans, heureusement que je ne l'ai pas encore, et que j'ai encore la force et la dynamique, mais peut-être que si j'avais 40 ans ou 50 ans, j'aurais pu me mettre plus facilement tu parles de 50 ans, Vous n'avez même pas 30 ans. Voilà, Donc aujourd'hui, quelle place vraiment notre société est prête à donner aux jeunes? Pas que nos États, pas que les ministères. Qu'est-ce que nos entreprises privées sont également prêtes à donner à nos jeunes? Qu'est-ce que nos associations, nous, acteurs de la société civile, avons un rôle important à jouer dessus? Qu'est-ce que les institutions internationales, les partenaires
technique et financier. Donc, moi, je serais plutôt partant pour une approche globale sur comment tous ensemble, on peut se poser et mettre le jeune au cœur de nos actions. En fait, ce que tu dis est très intéressant et ça, je suis d'accord qu'il faut une approche globale, holistique. Mais pas que... parce que quand tu dis qu'aujourd'hui, souvent la place de la jeune n'est pas très bien prise en compte. Je pense qu'il y a eu un frein. Peut-être on peut même aller dans l'histoire, etc. Mais quand on replonge, je veux dire, on a eu des sociétés qui ont généré des jeunes très dynamiques. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être tu as parlé même des partenaires techniques, etc. Peut-être qu'il y a eu un moment de dysfonctionnement ou même des déstructurations dans nos sociétés qui ont fait que ces jeunes-là sont allés de l'avant. Mais nos sociétés traditionnelles, etc., si tu plonges dans l'histoire, vraiment donner une place très importante aux jeunes. Et c'est pourquoi ma seconde question, c'est est-ce que la jeunesse est une caution? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que je suis jeune, je dois réclamer certaines postures, certaines positions? Est-ce que c'est parce que je suis jeune, je dois dire que tout ça doit me revenir en place? Est-ce que la jeunesse est une caution? La jeunesse est surtout une responsabilité, à mon avis. Aujourd'hui, dans un monde numérique qui est encore une fois ma perspective, les jeunes Sénégalais et les jeunes Africains ont une chance inédite, à mon avis, de conquérir le monde et de montrer ce qu'aujourd'hui le Sénégal ou l'Afrique ou les pays africains valent en termes de créativité, en termes d'innovation. On parle beaucoup des industries culturelles et créatives. Aujourd'hui, il y a un jeune Sénégalais qui s'appelle Boubou Design, qui fait le tour du monde. Je l'ai vu peindre des Émiratis. Je l'ai vu peindre des présidents qui sont dans d'autres pays. Mais sortons les milliers de Boubou Design qui existent au Sénégal. Moi, je suis convaincu qu'il y a 1000 Boubou Design au Sénégal. Des centaines de milliers. Des centaines de milliers au Sénégal. Donc, comment on met en place aussi, et c'est là où la jeunesse peut réclamer. Nous, on l'a invité avant tout le monde. À Quinqueleba aussi, je pense qu'ils l'ont invité avant tout le monde. Donc, voilà. C'est ça. C'est ça. C'est aujourd'hui comment on met en place justement ces sociétés-là. Et ça, peut-être, on peut à la limite réclamer. Au pire, co-construire ces sociétés-là qui donnent aux jeunes leur place. Ça passe par l'école, ça passe par la famille, encore une fois, ça passe par l'éducation nationale, ça passe par l'État. Aujourd'hui, quand on parle encore une fois des industries culturelles et créatives, qu'est-ce qu'on fait en banlieue? Qu'est-ce qu'on fait dans les régions, dans les zones rurales, pour que les jeunes puissent éveiller leur potentialité et prendre la place qui leur est due? Absolument. La jeunesse n'est pas du tout, à mon avis, ce n'est pas une caution, c'est une responsabilité. C'est comme le disait le président John Fitzgerald Kennedy, ne te demande pas ce que tu peux faire pour ton pays. Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, pardon. Demande ce que toi, tu peux faire pour ton pays. Et aujourd'hui, il y a une réelle tendance sur ça. Je vois de plus en plus des jeunes qui ont fait l'école publique sénégalaise, ça a été mon cas. J'ai fait le Prytanée militaire de Saint-Louis. J'ai tout reçu de mon État. Tout. Une pécule, habits, cahiers, les meilleurs profs, les meilleures salles de classe. Tout. Super. J'ai tout reçu. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont peut-être tout reçu, d'autres qui ont un peu moins reçu, qui sont partis à l'étranger et qui reviennent. Il y a une vraie tendance de fond aujourd'hui de retour, par exemple, au pays. Il y a aussi une réelle tendance de fond dans nos banlieues, dans nos villes, de jeunes qui prennent leurs responsabilités, qui innovent, qui créent, qui sont des entrepreneurs et qui apportent leur valeur ajoutée à notre pays. Malheureusement, il y a des jeunes aussi qui font le sens contraire, qui quittent ce pays parfois par des canaux pas très acceptables. C'est la brûlante actualité. Je pense qu'il ne faut pas encourager ça. Alors, dernière question, c'est par rapport à ce que tu disais par rapport à ton domaine, le numérique. Aujourd'hui, tu disais que, j'ai bien aimé le mot fédérer, parce que, en fait, le petit commentaire que je veux vers ça, je pense qu'il faut qu'on fédère nos énergies. Il faut que chaque fois qu'il y ait un jeune brillant partout sur ce continent ou au Sénégal, qui soit au devant de la scène, que nous l'encourageons. Moi, j'ai regardé ou lu quelques commentaires durant les dernières élections législatives de certains jeunes qui étaient au devant de la scène et parfois qui recevaient des commentaires assez violents ou virulents d'autres jeunes. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on va marcher. Il faut vraiment une dynamique. Et si on veut des constellations, comme les écrivains au ciel, il faut beaucoup d'étoiles, en fait. C'est comme ça qu'on fait marcher les choses. Mais on ne va pas se tirer les pattes ou bien entre nous. Je pense qu'il faut dépasser cela, quoi. Mais la dernière question, c'est par rapport au numérique. Aujourd'hui, tu disais que c'est une chance, une nuit pour les jeunes Sénégalais et les jeunes Africains de prendre place dans ce monde, etc.
Mais en même temps, il y a beaucoup de jeunes qui sont exclus dans les régions, etc. On a une urbanité numérique. Comment aujourd'hui faire en sorte de dépasser cela pour apporter des solutions? Il faut, encore une fois, je pense que là aussi, on a besoin d'une approche globale. Parce que le sujet du numérique est un sujet qui est d'abord porté par des politiques publiques, par un plan national ou par un programme national étatique porté par le ministère de l'économie numérique et par le ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Aujourd'hui, sur comment on fait pour favoriser l'accès à la connexion Internet et l'accès aux outils numériques. Ça, c'est le premier point. Et le privé, les opérateurs téléphoniques, n'oublions pas que pour accéder à Internet, on passe par des opérateurs téléphoniques. Ils ont aussi le rôle à jouer. Mais aussi les géants du numérique qui ont aujourd'hui des budgets qui dépassent certainement le budget de nos États. Je veux citer les GAFA, donc Netflix, Google, Facebook, Amazon, etc. Et qui tirent aussi des revenus de notre jeunesse. Absolument. Aujourd'hui, on l'Afrique est un marché. Voilà. Ouais. L'Afrique est un marché très juteux d'ailleurs. Oui, j'espère aussi on reçoit des ristournes ou bien des... Voilà. Tout ça, c'est des plaidoyers à porter. Voilà. Tout ça, c'est des plaidoyers à porter aujourd'hui qu'on ne porte pas encore dans notre pays, malheureusement. En tout cas, qui ne sont pas encore portés avec vigueur. Donc comment aujourd'hui on est capable de dire, OK, en Afrique, nous avons des difficultés ou des problématiques d'accès à Internet. Nous avons des problématiques d'accès à l'équipement informatique. Comment aujourd'hui on veut que les jeunes aient la même chance si le jeune qui est dans une école privée à Dakar a une salle informatique ou même un ordinateur sur sa table avec un accès Internet irréprochable, ou le jeune, là où le jeune qui est peut-être au Fouta, ou à Ourossogui, ou à Kolda, ou à Sédhiou, ne connaît pas, jusqu'au baccalauréat, n'a jamais utilisé un ordinateur portable. Nous, on le voit. On reçoit des jeunes de 30 ans dans nos programmes qui n'ont jamais eu un ordinateur portable, qui ne savent pas faire un PowerPoint, qui ne savent pas aller sur un navigateur. Quelle injustice! C'est aussi aujourd'hui comment on fédère nos institutions publiques et privées pour qu'il y ait un plus équitable accès aux outils numériques pour réduire les inégalités. Merci. En tout cas, c'est vraiment un sujet très intéressant, que ce soit le sujet de la jeunesse, parce que je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, qu'on ne parle plus de jeunes. Voilà. Surtout en Afrique, moi, je continue à croire que quand on a une moyenne d'âge de 18 ans, on ne doit plus parler de jeunes, on doit parler d'hommes et de femmes. Point. Parce que normalement, les jeunes devraient tout prendre. Une question, entre ministère de la jeunesse et ministère de l'économie numérique, vous préfériez quoi? On travaille de concert avec tous les deux. Si on devait vous nommer, je reprends ma question, si on devait vous nommer ministre, vous aurez préféré être ministre de la jeunesse ou bien ministre de l'économie numérique? Pour le moment, je suis acteur de la société civile. Vous aurez aimé être quoi? Je suis acteur de la société civile. Si on vous demandait entre les deux. Non, on n'a pas besoin de faire de la politique. Je pense qu'on est parti pour une gouvernance vraiment très apolitique ces prochaines années. Vous aurez préféré être ministre de la jeunesse ou ministre... Symboliquement, le ministère de la jeunesse, aujourd'hui, porte plus. Symboliquement, sur le plan de la symbolique. Maintenant, il faut voir, en termes de pouvoir et de budget, qu'il y a plus. C'est là où peut-être aussi qu'on a des paradoxes dans notre société. Mais symboliquement, effectivement, le ministère de la jeunesse, ça doit être le ministère national du Sénégal. Il devrait même disparaître à un moment donné, je pense. C'est un peu comme le ministère de la femme. Tellement c'est transversal. C'est pourquoi c'est peut-être là, pour continuer à faire la langue de bois et à ne pas répondre à votre... Non, moi j'accepte la réponse. C'est à votre obligation à choisir entre les deux. Je pense qu'en fait, il faut peut-être, et ça aujourd'hui on le constate aussi en tant qu'acteur de l'écosystème numérique, il n'y a pas vraiment énormément de coordination entre nos institutions publiques. Par exemple, sur la question du numérique, ça touche aujourd'hui. En tout cas, il faudrait beaucoup plus de coordination parce que le numérique aujourd'hui, ça concerne l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Femme, de la Famille, énormément, pour les enfants, pour la protection des enfants, le ministère de l'Intérieur, la Santé, la télémédecine, le ministère de la Justice. Imaginez-vous, pour juste vous donner la possibilité de voir à quel point c'est transversal. Aujourd'hui, une jeune fille qui a des problématiques numériques, qui se voit voler une image qui est divulguée un peu partout, qui se rend au commissariat de son quartier, le policier lui dit « Qu'est-ce que tu faisais sur les réseaux sociaux pour en arriver là ?» Donc comment aujourd'hui, on a une société aussi qui est prête à accompagner les jeunes sur ces nouvelles menaces-là, sur ces nouveaux dangers. Le juge peut-être qui est appelé à juger de faits numériques doit comprendre. Peut-être. Voilà. Donc, plus de coordination entre les institutions publiques de notre pays ferait du bien.
Madame Lo, elle, je pense que la question, elle aurait répondu ministre des Affaires étrangères ou bien des Sénégalais de l'extérieur. Ben, il faut que les jeunes prennent le pouvoir. Est-ce que vous avez juste un mot à dire par rapport à cette journée internationale de la jeunesse? J'ai un mot à dire, hein, c'est de féliciter déjà cette initiative que je trouve très, très, très noble et très, très salutaire. Comme vous l'avez dit, les jeunes demandent plus de pouvoir, les jeunes demandent plus de responsabilités et je pense que c'est une bonne chose que, surtout sur le plan du numérique, qui est très important. Comme vous l'avez dit, maintenant c'est depuis la plus tendre enfance que, voilà, à partir de 2 ans, les enfants sont sur les smartphones. Donc je pense que, et puis toutes les problématiques dont il a parlé, surtout sur le plan sécuritaire, je trouve que c'est très important et félicitations à vous pour ce travail que vous faites. Vous aussi, vous êtes la présidente du Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal, donc vous êtes toujours un peu dans cette perspective jeunesse. Vous êtes également diplomate, vous travaillez au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur comme conseiller technique. Et là, vous venez nous présenter votre deuxième roman qui s'appelle Légitime Imposture, qui est un roman qui, je dirais, qui est à la croisée des chemins entre le fantastique et la romance, parce que c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Aram d'ailleurs, comme notre Aram national, et qui ouais, exactement, et qui a perdu son mari, perdu de vue son mari, et qui pense le retrouver à travers un jeune homme, un jeune étudiant un peu perdu. Et en fait, c'est pas vraiment lui. Il se dit, est-ce que je joue le jeu comme je suis paumé, ou bien est-ce que je lui révèle la vérité? Et là, c'est parti pour une grande aventure. Oui, ouais, comme vous l'avez si bien présenté, hein. Ça c'est le socle du roman. C'est, voilà, quand on écrit, quand moi j'écris, parce que je ne peux pas parler aussi pour les autres écrivains, on y va à l'inspiration. Peut-être quand on démarre, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et c'est vers la fin qu'on se rend compte, tiens, on a fait un peu de fantastique, voire de fiction carrément. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais on a quand même tenu à faire ressortir des thèmes qui nous interpellent, comme, si on prend des thèmes de société, mais également des thèmes qui touchent plus à la spiritualité, plus à l'identité. C'est quoi l'identité? Est-ce que ce sont les empreintes? Voilà, est-ce que c'est le corps, ce que nous voyons, ou bien c'est ce que nous sommes réellement, nos sensibilités, ce qu'on aime, ce qu'on déteste, voilà, voilà, c'est ça, ce sont ces questionnements-là qui sont traités. Absolument. Maintenant, voilà. Vous traitez également beaucoup en filigrane, moi je dirais, de la nature féminine aussi, hein. Parce que, je ne sais pas si c'est exprès que vous le faites, parce que j'ai vu beaucoup de strates de lecture de cet ouvrage. Évidemment, comme on dit, quand on écrit, on se trahit un peu. Donc on voit un peu cet aspect ambivalent des femmes. Cet aspect ambivalent des femmes qui aiment parfois une chose et son contraire. On va me dire que... C'est vrai. Et là, vous êtes allé au bout de ce fantasme féminin qui veut parfois, je dirais, un homme à la fois doux, gentil et de l'autre côté assez macho. Là, vous êtes allé jusqu'au bout du fantasme parce qu'à la fin, on a vu que cette femme était amoureuse de 2 personnes, qu'elle aurait bien aimé qu'il soit une seule personne. Bon, ça c'est une sensibilité que vous avez par rapport à la lecture du livre. Mais c'est vrai que c'était un peu... pas évident hein, de pouvoir... Et c'est aller très loin, parce que quand je dis ça, c'est que je ne veux pas dévoiler la trame, je veux dire c'est tellement aller loin que c'est aller jusqu'à des changements de corps,
Donc à la fin, la femme elle dit, je préfère le corps de cette personne avec la tête de l'autre. Donc vous voyez cette ambivalence, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais en tout cas c'est assez profond, je pense. Oui, justement, c'est ça, c'est que, comme vous le dites, parfois, en fait, on ne peut pas retrouver tout ce qu'on souhaite chez une seule et même personne. C'est dommage. Ça, c'est la réalité. Maintenant, en chaque être humain, il y a peut-être ce qui nous plaît le plus et ce qui nous plaît le moins. Mais on cherche toujours à voir le bon côté des choses, à positiver, parce que nul n'est parfait. Maintenant, elle se retrouve justement dans une situation où la jonction des deux serait la perfection de ce qu'elle recherche. Absolument. Justement, donc c'est ce qui est un peu difficile voilà, pour son choix. Je pense que mes camarades ont beaucoup aimé l'ouvrage. Je vais commencer par Laura. Oui, bonsoir. Merci beaucoup effectivement pour votre ouvrage. Je l'ai beaucoup aimé comme tu dis, Alioune. Moi, j'ai trouvé que justement, c'est plutôt peut-être Malang qui est le personnage principal. C'est sa trajectoire qui m'a intéressée parce que ce qu'il a mené à cette rencontre et aussi, cette rencontre finalement qui était un peu impromptue, mais au départ, ils auraient dû se connaître pour des raisons plus exprès. Voilà, c'est ça. Et justement, la thématique du milieu professionnel qui ressort, c'est celle-là qui m'a le plus intéressée parce que au démarrage, on a un Malang qui cherche un travail. Finalement, il rencontre cette femme dans un autre cadre, mais quand on s'attarde dessus, on se souvient que c'est ce qu'il a mis dans cette situation dans laquelle il est. Je ne veux pas trop en dire pour ne pas raconter toute l'histoire, mais en tout cas, il y a une analyse qui est très pertinente du marché du travail et des opportunités ici au Sénégal pour les jeunes. Peut-être que Thierno en parlera un peu plus que moi, parce que je sais qu'il est très intéressé aussi par la thématique. Mais il y a des messages cruciaux que vous faites passer en fait dans votre ouvrage sur la promotion du savoir-faire par exemple, et je pense que je reconnais un peu aussi la diplomate derrière parce que vous avez une vision globale justement de où est-ce qu'on devrait porter notre attention pour réussir à élever la société de manière générale, les jeunes, et je trouve que vous avez une technique de narration qui est tellement précise qu'on a l'impression en fait de lire un peu le script d'un film. Et du coup, justement, c'était un peu ça la question que j'avais. Est-ce que l'idée vous aurait ne serait-ce qu'effleuré d'en faire une adaptation au cinéma? Pourquoi pas, hein? Parce que je trouve que le milieu de l'art se regroupe. Parce qu'écrire, l'écriture, moi, je le considère comme un art. C'est comme quand on voit une toile. Déjà la couverture, c'est une toile d'un artiste, voilà. Donc je trouve que c'est un tout. Que le milieu du cinéma, le milieu de l'écriture, le milieu de l'art, je pense que nous gagnerions vraiment à fédérer toutes les forces pour vraiment pour rehausser justement notre culture et pour en faire un outil de promotion de la culture sénégalaise. Donc pourquoi pas. Mais quand j'écris, je n'ai pas forcément l'objectif que ce soit un script, mais peut-être c'est le style que j'adopte qui est un peu scénarisé, on me l'a déjà dit. Donc c'est juste, voilà, moi je suis l'inspiration. Maintenant, à la fin, une fois que le draft est prêt, il faut relire, revoir si la cohérence des personnages colle. Et là, peut-être, on insère quelques sujets, quelques thèmes de société qui nous interpellent. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et je pense que ça va figurer dans ma bibliothèque parce que c'est un... Et ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas lu votre premier ouvrage. Entre les deux, j'ai vu qu'il y a au moins une dizaine d'années. Et je me suis dit que vous avez pris le temps de beaucoup lire, de faire des recherches. Et c'est important parce qu'on sent beaucoup de maturité dans cet ouvrage-là, dans ce roman. Et comme il disait tout à l'heure, on est dans le champ lexical de la jeunesse et ça apparaît dans les premières pages. Ce Malang-là qui vient de très loin, qui vit des soubresauts à Dakar, qui est confronté à des difficultés. Mais j'ai aimé une chose, c'est-à-dire il est resté de marbre, avec sa foi,
peut-être que c'est de naissance. Cette fois est consubstantielle à ses origines, etc., à la manière dont il est venu au monde et que vous narrez plus tard dans l'ouvrage avec cette gémellité assez bizarre, assez mystique. Et c'est comme il disait tout à l'heure, on sent aussi beaucoup de réflexion sur l'identité profonde, de réflexion sur la spiritualité. Je ne sais pas, peut-être c'est quelque chose de personnel ou en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette partie-là où, en tout cas à la fin aussi, vous révélez... Ils sont jumeaux, mais ce rapport-là est quand même assez particulier. Tout à l'heure, avant le début de l'émission, Aline parlait que c'est très rare d'avoir une certaine... Des jumeaux miroirs. Des jumeaux miroirs. Et je pense que... Et donc, c'est cette capacité. Vous êtes vraiment bien inspiré. Je ne sais pas comment ça vous est venu, cette histoire-là. Et vous nous ballottez entre le Sénégal, les États-Unis, mais aussi le Sénégal profond jusqu'à Tambacounda, où tout commence. C'est vraiment intéressant. Alors, moi, ma première question, c'est... Je vais enlever le M. Je vais dire, est-ce que Mala n'a pas une légitime posture? C'est un point de vue qui peut se défendre dans la mesure où... Bon, parce que si on analyse selon la loi du commun des mortels, c'est pourquoi à la fin, il se retrouve dans une situation où il n'est plus l'imposteur. L'imposteur, ça devient Ali. Donc, ça ramène toujours... Alors que Mala est Ali. Exactement. Exactement. Donc, ça ramène toujours... À l'identité. À l'identité. L'identité, c'est quoi? Est-ce que c'est ce que nous voyons, ce sont les empreintes digitales. Voilà, si on compare, on dit, bon, voilà, les empreintes de Marème Soda, voilà, c'est unique. Mais ce qui nous rend unique, moi, je pense que ça va au-delà de cette carapace qu'on appelle corps. Et ce qui fait la beauté d'une personne ou ce qui fait le contraire, je pense que c'est pas ça. C'est ce qui a... C'est l'esprit, c'est le comportement, c'est un tout. Donc je pense que comme vous l'avez dit, parce que Malan, c'est vrai qu'il était l'imposteur au début, mais à la fin, on se rend compte que s'il était jugé par un tribunal du commun des mortels, donc ce serait l'autre qui serait l'imposteur. Donc voilà. En plus, la question est tellement intéressante que vous, à la fin aussi, vous avez essayé de trancher un peu le débat. C'était ma question. Vas-y. Parce qu'Aram lui fait la leçon un peu. Parce qu'à un moment donné, il se croit légitime. Oui. Et là, elle lui fait une leçon. Elle lui dit que c'est quoi qu'il en soit, c'est une imposture. Tu n'as pas à prendre la place de quelqu'un d'autre. Même si tu penses que tu étais fatigué, tu aurais pu faire autre chose. On aurait pu se connaître dans d'autres circonstances. On aurait pu peut-être, mais à un moment donné, même nous, par exemple, lecteurs, on est tellement emballés par cette histoire, on aimerait tellement qu'il s'en sorte, qu'on se dit, à un moment donné, là aussi, nous, on tombe dans le panneau, on se dit, il a peut-être raison, alors qu'il n'a pas raison, en fait. Oui, mais Aliou, j'ai envie de te répondre une chose. Mais tout, tu es d'accord avec moi? C'est le destin. Oui. Voilà. Aliou, l'identité. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, mais c'est son destin. Mais pour prolonger dans le dessin, pourquoi c'est intéressant? Parce que là aussi, il y a les retombées karmiques. Oui. Et elle rentre dans les retombées karmiques. Oui. Parce qu'à un moment donné, c'est parce qu'il a fauté qu'il lui est arrivé certaines choses. Donc, quoi qu'on puisse dire, quand on voit la prédiction qu'il y avait, ce genre de choses-là, il a fauté. Mais il a payé. Mais il a rencontré la prédiction, alors? C'est aussi le destin. Et c'est pourquoi j'ai envie. Je ne sais pas si vous, tous les deux, vous avez fait la remarque. Et c'est ma dernière question. À la fin, au parc, qui est vraiment mort? C'est une question. Moi, je ne sais toujours pas. Bon, là, c'est fait exprès. Ah oui. Parce que l'art aussi, c'est une œuvre qui n'est jamais aboutie. Donc, je laisse... C'est très bien fait. Moi, je sais qui est mort. Voilà, je laisse une marge vraiment au lecteur de s'imaginer le reste. Mais c'est Ali qui est mort. Parce qu'elle avait envie de... Au fond d'elle, elle avait envie de continuer sa vie avec Mala. Et voilà. Et c'est Ali qui est mort. C'est un point de vue. C'est un point de vue qui se défend. C'est le point de vue le plus logique, en tout cas. Moi, je ne me suis pas posé la question, mais bon,
Alors, moi, je me suis posé la question, mais du coup, je pensais que c'était malin à cause de justement cette histoire de Mektoub et de destinée. Non, mais c'est comme elle a dit, elle a voulu laisser la... C'est ça, mais c'est pour ça que c'est bien, parce que pour le coup, même nous deux déjà, on a deux versions. Donc, les lecteurs Donc, peuvent légitime s'imaginer. imposture. Moi, je pense comme on dit déjà, parce que je pense pas comme... Moi, je me suis même pas posé la question une seconde. Ah, Moi, dans ma tête tout de suite... Mais de toutes les manières, l'un vit dans l'autre. ça. Ouais. Et ce sera comme ça. Ce sera comme ça Oui. parce que déjà, le fait que les deux aient pu voir ce qui attirait Aram chez l'autre, voilà, ça pousse chacun d'eux à faire des efforts dans l'autre sens pour combler ses propres... moi, je trouve, en plus, comme j'ai dit, il y a beaucoup de lecture dans la lecture. Parce que c'est un peu un roman philosophique quelque part. Oui. Donc il faut voir beaucoup de métaphores, à mon avis, même dans les personnages. Parce que cette cruauté que j'aurais pu dire, c'est assez cruel quand même de le tuer. Parce que quoi qu'on puisse dire, à part être quelqu'un d'assez arrogant, d'assez prétentieux, il n'a rien fait en fait. Bon, il n'a pas fait grand-chose. Il a peut-être une double vie, mais quand même, aller jusqu'à le tuer, peut-être qu'il n'a pas fait grand-chose. Et puis le papa Tamsir n'a même pas le droit de choisir. Mais là où ça devient philosophique et ça devient assez métaphysique ou métaphorique, c'est que à la fin, lorsque, comme je disais, l'ambivalence, voilà, cette nature féminine qui veut deux choses qui sont assez différentes, quand elle parvient à faire de celui qui est, entre guillemets, gentil, quelqu'un d'assez... méchant. Non, pas méchant, mais sûr de lui, avoir cette certaine, ce machisme que les femmes aiment, quoi qu'on dit. Donc, une fois... Ça te regarde, toi. Non, oui, mais j'assume. Une fois que Aram a pu faire la jonction, mais elle n'avait plus besoin d'Ali. Donc, voilà. Oui, mais sauf que qui est Ali? C'est ça la grande question. Non, mais pour moi, c'est évident. Pour moi, c'est Ali qui est mort parce qu'on n'a plus besoin de lui. Bon, je veux dire, métaphoriquement, c'est un peu ça qu'elle a essayé de nous montrer. Je ne sais pas si elle a... Je pense qu'elle l'a fait Je pense que exprès. tout dépend comment on interprète la morale à la fin aussi. C'est ça. Parce que moi, c'est la morale vraiment qui m'a fait pencher du côté de C'est Malin. comme je dis, les niveaux de lecture sont... ça. Un ouvrage, une fois qu'on le sort, ça dépend maintenant de chaque lecteur. Chaque lecteur lit un livre différent. Exactement. En tout cas, on le recommande, nous, vivement. On recommande cet On a hâte de ouvrage. voir le film. Merci. En tout cas, exactement. C'est un excellent roman, préfacé par le professeur Abdoulaye Racine Senghor. Je ne sais pas, un mot, Ousseynou, il n'a pas lu le livre, mais je pense que vous en avez entendu peut-être assez pour faire un petit commentaire. Alors, oui et non. Peut-être que je suis complètement à la bourre, mais je tiens d'abord à féliciter ma collègue, ma co-invitée, Madame Lo. On a besoin aussi d'une jeunesse qui écrit. Encore une fois, quand je reviens dans ma perspective, aujourd'hui, on manque d'une jeunesse qui a une qualité rédactionnelle qui peut nous embarquer dans des aventures comme ça, surtout dans le numérique. C'est ce que je dis. Dans le numérique, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Moi, je paierai tout pour avoir un jeune qui écrit, qui a une belle qualité rédactionnelle sur le numérique. On en a de moins en moins. Mais même, je dirais, sur les autres médias, moi, je ne peux presque pas voir la une, je ne dis même pas à l'intérieur des journaux, mais des unes sans faute. C'est très rare. Je vois presque tout le temps ça c'est quelque chose au Sénégal qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Au moment de notre temps, on n'aurait même pas pu imaginer la une d'un journal avec une faute d'orthographe. Et une faute, parfois des fautes grammaticales. Je veux dire qu'à un moment donné, moi, je me suis dit que... Parce que je vois des fautes, que ce soit au Sénégal, en France, je vois des communiqués officiels avec des fautes. À un moment donné, je me suis posé la question, est-ce qu'il ne faudrait pas réformer la langue française? C'est plus simple que ça. Qu'il n'y ait plus deux verbes, quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif, les A apostrophes, les A je pense qu'il faut réformer. Parce que, à la limite, les gens ne suivent plus. Moi, je suis persuadé qu'il y a un moment où il y a une rupture. Maintenant, je pense que c'est irréversible. Ça, avec le numérique et les abréviations, voilà, les textos, comment on écrit. C'est le nivellement par le bas. Exactement, donc ça contribue aussi à la perte, justement, de l'authenticité de la langue. De l'authenticité de la langue, mais surtout, moi je pense que, comme vous avez dit, quand on écrit, il faut avoir la rigueur et surtout se faire lire. Se faire lire, c'est pas parce qu'on
pense qu'on n'est pas assez bien, mais il faut se faire lire pour avoir un détachement par rapport au texte qu'on a écrit. L'écrivain écrit, ce n'est pas son métier de se faire relire. Ouais. Ça, c'est vrai. En tout cas, vous, c'est un ouvrage très bien écrit. On ne voit pas, parce que quand je regarde, je ne vais pas surligner, donc quand je surligne, donc on n'a pas vu vraiment beaucoup de coquilles, et c'est très bien écrit, ne serait-ce que par rapport à la qualité exacte de narration. Voilà, de la qualité du français, mais la qualité de la narration, exactement. Là aussi, comme vous dites, l'écriture, c'est un art. Vous êtes vraiment, à mon avis, une écrivaine confirmée. On attend avec impatience votre prochain roman. Celui-là, c'est Légitime Imposture. C'est publié aux éditions L'Harmattan Sénégal. Nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau, Madame Marième Sow de Ndoïlo. Également très heureux de vous avoir accueilli, Monsieur Ousseynou Gueye. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Merci. Nous allons poursuivre avec la seconde partie de cette émission en accueillant un auteur, compositeur et interprète sénégalais d'origine bissau-guinéenne qui chante en langue mandjak. Il vient nous présenter son clip intitulé Manpok. Nous avons le plaisir de recevoir Ayimi. Bonsoir Ayimi. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous nous trouvez en pleine je veux dire, logique de journée internationale de la jeunesse. Nous sommes encore avec Monsieur Ousseynou Gueye, qui est le directeur exécutif exactement de Polaris. Vous êtes également ambassadeur jeunesse de l'UNESCO. On n'en a pas beaucoup parlé de ça. Est-ce que c'est un titre honorifique ou bien est-ce que vous avez vraiment un rôle au niveau de l'UNESCO comme ambassadeur jeunesse? Oui. Alors, disons, coupons la part en deux. C'est entre les deux, disons que c'est un rôle, c'est une responsabilité qui me prend quelques heures ou quelques jours par année, qui me permet aussi d'aller découvrir d'autres démarches, d'autres politiques publiques. On a été, par exemple, au Cap-Vert, on a été en Russie, on a été en France, bien sûr, où se trouve le siège de l'UNESCO. Et l'idée, c'est de réfléchir, parmi mes responsabilités, c'est d'accompagner l'UNESCO sur les questions de futur de l'éducation et de futur de l'emploi. Nous vivons dans un monde en pleine mutation où les métiers évoluent, les compétences évoluent, et donc l'éducation et la formation devraient s'adapter et évoluer. Comment aujourd'hui, est-ce que par exemple, une question pratique que nous allons nous poser au sein de l'UNESCO, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer à faire en sorte que les jeunes à l'école soient sur des tables individuelles? Par exemple, dès le plus jeune âge, d'être plutôt en groupe, en table plus grande, et histoire de les familiariser à la collaboration, à l'esprit d'équipe. Comment aujourd'hui, il y a une question cruciale qui agit, dont on parle de plus en plus, c'est les soft skills, par exemple. Comment aujourd'hui on intègre les soft skills, c'est-à-dire les compétences comportementales, les compétences humaines et les compétences douces dans l'éducation des jeunes, dans la formation professionnelle également. On se rend compte de plus en plus que les jeunes vont sortir avec un diplôme, mais ce diplôme aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vaut dans le monde de l'emploi? Est-ce que le jeune est capable de s'adapter face à une compétence qui périme, entre guillemets, aujourd'hui, d'une manière extrêmement vite? Est-ce que ce jeune est capable d'apprendre à apprendre? Est-ce que ce jeune est capable de s'adapter, de faire face à l'inconnu, d'innover? Voilà autant de questions aujourd'hui qui se posent à nos systèmes d'éducation nationale et de formation professionnelle pour les jeunes, pour les préparer à un monde du travail en constante mutation. Moi, j'ai une question par rapport à ce que tu disais par rapport à son rôle à l'UNESCO. C'est intéressant parce que je me rends compte que de plus en plus de jeunes en Afrique, pas uniquement au Sénégal, sont cooptés dans des entités internationales. J'ai la chance d'avoir fait partie d'une certaine cohorte invitée par le département d'État, etc. Mais ma question est par rapport... Département d'État de quel pays? Département d'État américain. Mais ma question est par rapport... Est-ce que nous allons continuer, nous jeunes, à être invités par des États, ou en tout cas par des institutions internationales ailleurs, pour donner la chance à des jeunes? Est-ce que nos États, ou bien ce n'est pas de la responsabilité de nos États ou des institutions qui sont en Afrique, d'identifier ces jeunes-là et d'organiser toutes ces potentialités-là ici en Afrique?
Qu'est-ce que tu en penses? Ça me fait énormément mal. Je vous dis, je me livre à vous. Je vois un ambassadeur plus simplement qu'un ministre sénégalais aujourd'hui. Je vois un ambassadeur d'un pays occidental aujourd'hui beaucoup plus facilement qu'un ministre sénégalais, alors que j'ai laissé tout pour justement l'occidental et l'étranger pour venir dans mon pays. Mais un ambassadeur occidental aujourd'hui me reçoit et prend même le thé plus facilement qu'un ministre ou même un directeur général qu'on peut avoir du mal à rencontrer. C'est dramatique. C'est dramatique. Ça nous fait énormément. Je vois aujourd'hui plus facilement des personnes, des représentants pays ou même internationaux de l'UNICEF, de l'UNESCO, des Nations Unies. Exactement. C'est comme ça, très facilement on les voit. Pour un ministre qui est né dans le même quartier que moi ou qui est né dans le même pays que moi, pour qui je pense je contribue à la réalisation de ses objectifs et de sa mission, très modestement, ainsi que les jeunes avec qui nous fédérons, c'est très difficile. Je pense qu'il y a à travailler sur nos cultures démocratiques, sur nos cultures, sur nos pratiques publiques. Et aussi, comment on incite davantage la collaboration entre des autorités publiques et des acteurs de la société civile ou des jeunes qui ont leur force, qui ont aujourd'hui quelque chose à mettre sur la table. Au lieu de les voir comme de potentiels concurrents ou ennemis, comment on les voit pour des gens qui, très objectivement, viennent pour servir et pour aider et qui ont besoin du levier étatique parfois pour avancer. Ce que tu dis... Non, vas-y. Non, moi, c'était juste pour rebondir un peu sur un sujet qu'on avait peut-être omis d'aborder tout à l'heure. C'est par rapport... On a parlé beaucoup du numérique, mais il y a aussi cette... vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit être jeune, c'est être responsable. On voit que sur le numérique, il y a beaucoup de... vraiment d'excès pour utiliser pour utiliser cet euphémisme sur les réseaux sociaux. Et même lors du concours général dernier, on a vu que le président de la République en a parlé en des termes qui sont, on dirait un peu des menaces voilées. Donc, c'est pas la première fois que le président de la République en parle. Est-ce que ça ne pend pas au nez de la jeunesse? Je dirais pas une censure, mais un nettoyage des écuries d'Augias. Est-ce que ça ne pend pas au nez peut-être pas de toute la jeunesse, mais de cette jeunesse qui abuse parfois sur les réseaux? C'est-à-dire que maintenant, les gens ont même peur de poster des vidéos. Les gens ont même peur d'être sur le net parce que derrière, ce sera les insultes. Et voilà. Il y a des gens qui ne tolèrent pas beaucoup les insultes. Alors, c'est une problématique complexe. Comme toute problématique complexe, il faut éviter des solutions simples et extrémistes. Et simplifiées, voilà. Il faut... je pense, la première responsabilité aujourd'hui, c'est d'éduquer et de sensibiliser. C'est d'accompagner. Pour moi, je ne crois pas au tout pénal. Je ne crois pas qu'on puisse légiférer à tout va pour interdire, censurer. Attention, on a vu des pays qui le font, qui censurent. Allez voir qu'est-ce que la liberté d'expression est devenue dans ces pays-là. Attention, il faut, tout en légiférant quand même, parce qu'il y a des délits qui se passent sur le net. Donc il faut légiférer, il faut punir. Mais, à mon avis, la priorité, c'est d'accompagner, c'est de sensibiliser. Quand on achète une voiture, on va aller chercher un permis de conduire d'abord. Quand on va sur le net, on doit aussi aujourd'hui avoir des institutions et des instruments qui nous permettent d'apprendre à utiliser cet outil-là et de savoir qu'est-ce qu'on peut y faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas y faire. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on n'a pas. On n'accompagne pas, on ne guide pas nos jeunes, les jeunes générations, à l'usage du numérique. Donc il faut d'abord guider, et ensuite légiférer et certainement punir. Et dans ce domaine-là, je veux dire que c'est peut-être qu'il n'y a pas de régulation parce que je pense qu'il y a une société de dérégulation un peu de l'audiovisuel qui est en gestation. Ça prend du temps. J'ai l'impression que ça prend plus que le temps de la gestation parce que normalement, c'est cette société qui devrait prendre le relais de la société de régulation, comment elle s'appelle ? Du CNRA. Parce que cette société prendrait en compte l'Internet, alors que le CNRA ne peut pas intervenir sur le net. Alors que vous, en tant que personne qui travaille dans ce domaine-là, vous savez qu'il est assez facile quand même, avec les adresses IP, avec beaucoup de choses, de savoir qui écrit quoi. Il n'y a pas d'anonymat véritablement
dans Internet. Et aussi les plateformes. Je veux dire qu'on ne peut pas sanctionner le petit usager qui est derrière son clavier, qui a peut-être 11 ans, 12 ans, 13 ans. C'est les plateformes. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné mettre les gens devant leurs responsabilités, que ce soit les chaînes de télé, que ce soit les chaînes de radio, que ce soit la presse écrite, que ce soit les chaînes sur Internet. Leur dire, si je vois encore une fois de tels propos sur votre plateforme, mais je suspends la plateforme. Il y a beaucoup de choses à faire. Je veux dire, c'est des choses assez faciles. Hein. Moi, je dis toujours que le Sénégalais n'est pas tellement difficile à gérer. Il faut juste lui dire. Moi, l'exemple que je donne toujours et que je redonnerai toujours, c'est quand on leur a dit qu'il faut faire la queue pour entrer dans les bus. La veille, ils passaient par la fenêtre. Le lendemain, tout le monde faisait la queue. Et vous leur demandez pourquoi? Parce qu'on nous a demandé de le faire. Donc, il suffit simplement de leur dire quoi faire. Je pense que les gens vont... Je vais rebondir peut-être sur 2 points. Premier point, pour vous confirmer, c'est la pédagogie. Il faut avoir de la pédagogie. Sur Internet, il faut développer notre pédagogie à éduquer, à formuler une éducation numérique pour nos jeunes. Et deuxième point sur lequel je souhaiterais intervenir, et pour continuer votre réflexion, c'est les plateformes, mais les plateformes qui hébergent ces discussions-là et ces vidéos-là, c'est les GAFA qui ont aussi un rôle. Aujourd'hui, je pense que... Parce que les GAFA, c'est loin. Mais je veux dire que moi, déjà, j'ai ma chaîne sur Internet. Rien que moi, j'ai une responsabilité. Parce que les GAFA, c'est assez loin. Parce que là, ça va être une censure assez généralisée. Mais moi, je ne peux pas dire, par exemple, c'est un domaine vraiment qui est... C'est même plus... voilà, je veux dire, c'est même plus... C'est même pas, je dirais même pas que c'est libéralisé, mais c'est une totale anarchie. Je veux dire, tout le monde peut avoir une chaîne sur Internet. Tout le monde peut s'autoproclamer journaliste, se poser des questions, inviter des gens. Qui derrière, dans les commentaires, il y a des gens qui ont même la peur de dire des commentaires parce qu'il n'y a que des injures dedans. Donc je veux dire ça, et c'est la responsabilité de la personne qui sort sa chaîne, ou vous essayez de réguler, ou bien on enlève systématiquement les commentaires et que personne n'insulte plus. Il faut légiférer, faire d'abord de la pédagogie. Moi, je pense qu'on ne peut pas légiférer et punir si on est insuffisant en termes de pédagogie. D'abord pédagogie. Éduquer dans les écoles, dans la société, dans le cercle familial, et ensuite sévir. Laura. Justement, en parlant de tout ce cyberharcèlement, parce que j'ai vu que c'était quelque chose qui était assez mis en avant dans vos actions, et je voulais savoir concrètement, quand vous parlez d'éducation, de sensibilisation, quel type d'ateliers, par exemple, vous organisez auprès des jeunes en question, et aussi à quel point, en tout cas avec le recul que vous pouvez prendre, à quel point c'est effectif et efficace, et quels sont les retours surtout, du coup. Alors, ça me permet peut-être d'annoncer que nous allons célébrer le 18 novembre 2022, la journée mondiale de lutte contre le harcèlement scolaire. Et nous allons mettre l'accent sur le harcèlement en ligne, sur le cyberharcèlement, effectivement, qui est une problématique récurrente que nous rencontrons aujourd'hui. Nous l'avons vu, mais on nous a aussi appelés, notamment l'inspection d'académie de Dakar, ou des enseignants qui nous appellent, qui nous disent « c'est difficile avec les gosses. On ne peut plus avoir des cours qui se passent normalement parce que tel gosse a insulté tel autre sur les réseaux sociaux, ou bien a publié ses photos, ou bien a fait... Voilà. Donc aujourd'hui, c'est aussi ça, la réalité des gamins et des enfants. Nous, avant d'être dans ce milieu, je ne savais pas. J'imagine que c'est le cas de... Parce que nous, dans notre temps, on se tapait dessus comme des gosses normaux. Aujourd'hui, c'est ça qui est transposé dans la vie virtuelle. En plus, je veux dire que les gosses sont surprotégés. Quand j'entends parler de harcèlement scolaire, après, j'essaie de voir le contenu qu'on a mis dedans. Tous les gosses se sont fait, je veux dire, harceler. Quand tu sors, je te casse la figure. Ou bien si tu viens à l'école, je pense que ça forme les jeunes, ça forge les enfants. Hein. Nous, quand on était jeunes, nos parents nous disaient « Mais attends, que tu ne viens plus, on parle de ça, va te débrouiller tout seul. » Peut-être que le numérique a perverti un peu plus ce phénomène d'harcèlement-là. Aujourd'hui, qui touche à des sujets un peu plus sensibles que simplement... La violence symbolique, elle est peut-être plus grave. Et puis c'est pas juste une personne, ça va être des centaines de personnes qui vont s'acharner. C'est vu par des milliers de personnes d'un coup. Et du coup, ça mène à de la déperdition scolaire, à des cours qui sont interrompus, à des élèves qui sont... à des plaintes. Jusqu'à l'extrémité. Jusqu'à l'extrémité, jusqu'au suicide. Voilà. Donc aujourd'hui, nous voyons ces cas-là, nous les traitons au quotidien. Et pour nous, il est urgent d'agir sur ces sujets-là. Moi, j'ai une rapide question. C'est par rapport à... Je donne un exemple simple comme il a donné tout à l'heure.
Pour moi, et je le dis tout le temps, on devrait apprendre à beaucoup de concitoyens à traverser la route. Ouais. Ils traversent n'importe comment. Et dans la même lancée, est-ce que vous êtes dans la sensibilisation par rapport à beaucoup de concitoyens et de compatriotes qui ne sont pas forcément dans les zones urbaines pour mieux maîtriser les outils numériques, savoir traverser dans le village numérique? Oui, bien sûr. Alors, nous aurons aimé avoir plus de moyens pour faire encore plus de choses dans les zones rurales. Dakar est peut-être plus à notre portée. Et Dakar aussi, c'est peut-être 25% ou 30% de notre population nationale. Donc, c'est déjà pas mal d'être à Dakar. Nous avons eu à faire des choses à Saint-Louis, à Louga, à Diourbel. Aujourd'hui, nous avons un réseau avec lequel nous travaillons un peu partout, dans presque toutes les régions du Sénégal. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que autour de la question de l'inclusion numérique également qui peut se soulever, c'est-à-dire inclusion numérique territoriale, mais inclusion numérique aussi en fonction des statuts sociaux. Nous déployons par exemple aujourd'hui des actions pour les parents. On parle de parentalité à l'ère du numérique. Parce que le parent, on a fait une enquête en août 2020 qui nous a révélé que dans notre pays, les parents, bon, peut-être qu'on le savait déjà, contrairement à l'Europe, pour la même enquête en Europe, là où dans ce pays, on a appris que les parents sont les premiers acteurs de confiance dans l'éducation numérique des jeunes, mais dans l'éducation tout court des jeunes. En Europe, c'était l'école, c'était l'enseignant. Donc ici, parce que nos sociétés traditionnellement sont construites d'une certaine manière, qui fait que c'est la famille, c'est le père, la mère, la tante, le tonton, qui sont les premiers acteurs de confiance dans l'éducation des jeunes. Donc comment aujourd'hui on est capable aussi d'accompagner cette couche-là, qui souvent vont acheter le smartphone et la tablette ou l'ordinateur pour le jeune. Comment on l'accompagne à faire du contrôle parental, à faire de l'éducation parentale à l'ère du numérique. Exactement. En tout cas, c'est un domaine, je pense, crucial, assez crucial et très... Je pense que c'est vital, hein, c'est une question vitale, je pense, qu'il faudra prendre très sérieusement. Haïmi, juste un petit mot par rapport à ce côté du numérique. Est-ce que vous intervenez beaucoup dans le domaine du numérique, dans ce que vous faites en tant qu'auteur, compositeur et interprète? Pour l'instant, non, mais j'aimerais bien quand même rapporter quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, surtout sur les appels. On nous dit des fois que toute discussion est strictement interdite et que les WhatsApp ou autres personnes ne pouvaient pas divulguer. Comment ça se fait que des fois les discussions sont divulguées? Qui doit-on poursuivre? La personne avec qui je discute ou les gens qui les gèrent? Alors, ça dépend de la manière dont c'est diffusé. Si c'est diffusé par l'humain, c'est l'humain qui est peut-être à... Ça dit, si c'est une capture d'écran ou des transferts, mais si c'est divulgué, si c'est un secret, si on vous dit, si WhatsApp vous dit que cette discussion est cryptée et que d'ailleurs vous vous rendez compte que cette discussion n'est pas cryptée, là, la responsabilité de la plateforme est pleinement engagée. D'accord. Et toutes les discussions de WhatsApp, est-ce qu'elles sont cryptées ou pas? Lui, il doit savoir, hein, il a travaillé. Je voudrais savoir. Il a travaillé pendant plusieurs années. Oui, comme il dit, tout le monde a peur maintenant d'utiliser son portable. Oui, en principe. C'est là où je pense que depuis le début de l'émission, Alune insiste dessus. Le numérique, aussi, aujourd'hui, peut vivre l'influence politique. Donc aujourd'hui, à qui nous donnons nos données? Même s'ils nous disent c'est crypté, c'est protégé. Absolument. Mais ils appartiennent à quel État? Exactement. Ils sont de quelle nationalité? C'est la souveraineté numérique. À qui on donne nos données? Chez qui nos sites web sont hébergés? Chez qui toutes nos discussions que nous avons avec de potentiels ministres, avec le président de la République, sur quelle plateforme ils communiquent? Qui peut voir ça? C'est souvent sans le savoir. Tu as accepté, hein? Tu as donné ton consentement. Ouais, mais tu ne peux pas lire tous les détails qu'il y a sur le... Ouais, mais nul n'est censé ignorer la loi. On ne peut pas se prévaloir de ça. C'est la loi du consentement. J'ai fait certains pays. J'ai été en Russie. En Russie, il n'y a pas LinkedIn. Parce que LinkedIn a refusé, à l'époque, d'ouvrir un data center qui héberge les données LinkedIn sur le territoire russe. C'est la loi. Donc, pas de LinkedIn en Russie. Google, ils n'utilisent pas Google. Ils utilisent Chine. Chine, ils utilisent Baidu. Donc, c'est aussi comment... Voilà, c'est notre capacité à créer des alternatives en termes de plateformes qui sont locales, qu'on héberge chez nous,
Et qu'on puisse avoir le une certaine prochain chantier, souveraineté et une sécurité numérique. Exactement. C'est le prochain chantier crucial. Je pense que le Parlement européen a fait appel à Mark Zuckerberg pour lui poser des questions. Parce qu'ils ont légiféré. Nous, on n'a pas de loi. Et si on l'avait, voilà, c'est un prochain chantier. On va terminer avec vous, Aimi. Comme je l'ai dit tout de suite, vous êtes un auteur, compositeur, interprète. Vous êtes d'origine bissau-guinéenne. On a vu un peu à travers le clip, on va le présenter tout à l'heure. Vous chantez en langue mandjak. Vous ne chantez qu'en langue mandjak, ou bien est-ce qu'il y a beaucoup d'autres langues, ou bien c'est votre choix? Je chante plus en mandjak, c'est vrai. Mais comme j'adhère aussi au wolof, comme le français, comme l'espagnol et tout ça, en fait. Absolument. Pour vous présenter un peu, d'abord, peut-être on va commencer par le prénom. Ça vient d'où, votre nom d'artiste? Aimi, j'ai essayé de comprendre un peu. Aimi, c'est un nom courant. Hein. En fait, c'est un mot courant que les gens utilisent chez nous. Hein. Aimi, ça veut dire le neveu. Ça veut dire neveu. Oui. Donc, comme moi, je suis d'une lignée un peu grande, et donc la famille de ma mère, il y a des petits qui sont pas encore nés, qui sont mes oncles. Donc, à chaque fois que ça leur prend de se prendre pour un vieux, quoi, en fait. Ils me disent, mais toi, tu parles pas, c'est mon neveu, en fait. Donc, c'est les prix Aimi. Parce que nous, on voit plutôt d'habitude le contraire. C'est les oncles qui ont des surnoms, pas les neveux. En plat, on dit Kao. Les oncles aussi ont leur surnom. Mais le neveu est beaucoup plus soyeux que l'oncle. Donc, vous avez commencé votre carrière depuis quand? Quel est un peu votre parcours, si vous pouvez nous en parler? J'ai commencé à fredonner, comme tout le monde. Et puis je suis rentré dans la chorale. Et dans la chorale, jusqu'à j'ai commencé à faire des compositions, d'écrire des petits textes de ci et de par là, qu'on puisse harmoniser. À quel âge, la chorale? La chorale, je suis rentré très tôt, 12, 13 ans, 14 ans. Après, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à 17 ans, 18 ans. Donc, c'est un peu à partir de là que vous avez commencé un peu le gospel, quoi, que vous a inspiré. Ouais. Donc, vous avez commencé à vous produire, à savoir vraiment que je veux en faire mon activité à partir de quel âge? J'ai commencé à savoir que je pouvais le faire à mon activité à partir de 2012. C'est en 2012 que j'ai commencé. Après, je suis sorti d'une maladie. J'ai commencé à dire, attends, il faut vraiment que je me réfléchisse parce que comme les compositions là, quelqu'un pourrait peut-être les choper après pour un nom et je ne pourrais pas avoir quelque chose. Donc j'ai appelé un cousin, il m'a dit, vas-y, au studio, je vais te donner le nom de quelqu'un. Vous allez travailler ensemble. Je suis parti, j'ai commencé. Et ça fait quand même 10 ans maintenant. Quel est un peu le parcours que vous avez à faire depuis 10 ans? Est-ce que vous avez pu faire des concerts? Est-ce que vous avez pu un peu voyager par rapport à ça? Alors moi, comme on dit, ça nourrit pas, ça pourrait nourrir peut-être les hommes, mais ça ne m'a pas encore nourri en fait. Je suis un peu resté distrait parce que comme c'est les mandjaks ne m'ont pas trop bercé dessus, n'ont pas trop élevé aussi. Donc je suis resté dans l'encre. Mais je continue toujours à travailler, à faire de mieux pour que... Comme ils m'ont connu plus sur le côté religieux, oui, absolument. Et quand j'ai lâché le religieux, enfin pas lâché carrément le religieux, mais quand j'ai commencé sur le profane, ça ne les a peut-être pas plu. Donc voilà. Absolument. Donc on va peut-être voir un peu ce que vous faites avec ce clip qui s'appelle Manpok. Khady, dès que c'est prêt. Mambo
Mama Georgina, never go the gangal pinyan punatan. Poca no noro, Maya go di kafure. Papa Georgina, na choka di kanikoa, choka di kalawanua, abeka kubeka, Minyaka Mayako, Katuka Pondewi, Abuka Mayako, Nathan Lemba, Mambo, Watanel, Mambo, Uruko Fit, Mambo, Mambo Go, Mambo, Watanel, Mambo, Uruko Fit, Mambo, Mambo Go, Amuk Manyako, Nathan Lemba, Amuk Manyako, Nathan Lemba, Amuk Manyako, Nathan Lemba, Amuk Manyako, Amuk Manyako. Abuk Manyako, Natano Lempa. Abuk Manyako, Natano Lempa. Abuk Manyako, Natano Lempa. Abuk Manyako, Abuk Manyako. Mambo, Dilip Doungues, Mambo, Farel da Silva, Mambo, Ziel Mateus, Bruno da Silva, Harold Correa, Jean-Laurent Mendes. Bye, Nikes. On voit de très jolis paysages, vraiment, dans ce clip. C'est en Guinée-Bissau ou bien Non, c'est à Paris. C'est à Paris. Ouais. Ouais. C'est vrai que... Beaucoup me disent que c'est en Guinée-Bissau, mais ce n'est pas en Guinée. Ouais, je me disais, ouais, c'est très joli, hein, il faudrait y aller. C'est au bord de Boulogne. Ah non, Ah, pas du tout, hein. non. Dans chaque commune, on a des forêts comme ça ou des lacs, c'est pareil. Laura? Bonsoir Aïmi. Bonsoir. Merci, très beau clip. Effectivement, moi aussi, je me suis posé la question. J'ai un petit peu reconnu certains... Peut-être il y a des petits indices quand même qui nous montrent que c'est à Paris. Enfin, il y a des parcs en banlieue parisienne qui ont cette grandeur. Mais j'aurais aimé aussi que ce soit en Guinée-Bissau. Et je voulais vous demander d'ailleurs, dans vos clips, du coup, par rapport au fait que vous utilisez la langue mandjak dans vos chansons, c'est parce que c'est votre langue maternelle, parce que vous voulez la valoriser? Ouais, c'est ça. D'accord. Parce que du coup, je voulais parler un peu justement de la Guinée-Bissau, puisque probablement ça fait partie de vos sources d'inspiration en tant que Bissau-Guinéen du coup d'origine et mandjak. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que vous prévoyez peut-être dans de futurs projets de, pourquoi pas, faire évoluer votre carrière du côté de la Guinée-Bissau peut-être? Pour l'instant, oui. On est en train de planifier quelque chose là-bas, mais rien n'est encore solide en fait. D'accord. Ouais. Avec les artistes locaux plutôt. D'accord. Et du coup, vous êtes du côté de la région parisienne en France ou... Je suis côté, oui, juste dans les Yvelines. Du côté de Mantes-la-Jolie, en fait, mais pas très, en fait, je fais entre Mantes et Paris. D'accord. Et la Guinée-Bissau et le Sénégal, vous venez souvent? Oui, je viens tous les ans. Ah, c'est bien. Je viens tous les ans, et puis tous les ans aussi, je fais d'aller en Guinée pour dire bonjour à la famille là-bas. Et est-ce que là-bas, du coup, vous puisez parfois quelques sources d'inspiration pour vos chansons? Oui, j'en ai eu quelques-uns quand même. Ils sont sur YouTube. On regardera ça alors. Ok. Félicitations. C'est un très beau clip. Bon, j'aurais aimé que ça se passe comme tout le monde en Guinée-Bissau ou en Casamance. Ouais. Je pensais vraiment que c'était là-bas. Peut-être que les parents attendent que vous, que vous venez là-bas pour les associer. Et là, ils vont vraiment vous soutenir. Alors, la question, est-ce que c'est votre activité principale, la musique? Est-ce que c'est vraiment, vous êtes inscrit dans une carrière avec carrément un plan? Voilà.
Non, je travaille en même temps. Je travaille chez Renault Flingue, vers la banlieue parisienne. Et en dehors de ça, je fais la musique en fait. Je fais aussi la chorale toujours. Ouais. D'ailleurs, tous les ans, on fait un concert annuel au moment de Pompokin pour rassembler tous les Sénégalais qui sont là-bas pour pouvoir en fait, faire un pèlerinage marial comme ici. Est-ce que le Sénégal aujourd'hui occupe une place, ou en tout cas vous vous projetez à faire une certaine carrière ici, ou bien avoir des collaborations avec des artistes locaux pour en tout cas mieux renforcer votre présence? Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça, en fait, c'est le but. Okay. Vous avez déjà des contacts J'ai des contacts. J'en ai parce qu'il se connaît bien dans le milieu, c'est pour ça qu'il vous demande, je pense qu'il va... Ah, écoute, le coup de main sera encore meilleur. Exactement. dans aucun milieu. Il va vous donner un coup de main, il va vous manager. Voilà, j'attends ça alors. C'est juste que je vous souhaite en tout cas beaucoup de réussite et bon, je pense que voilà, vous avez déjà le talent et puis voilà. Voilà. Il y a le barna. Peut-être un mot, c'est nous, par rapport au travail d'Aïmi. Félicitations. Merci. Et aussi, je vois aussi que vous êtes sur la même tendance que je soulignais tout à l'heure, c'est retour aux sources. Ouais. Aussi, vous avez encore un pied qui est très ancré à Paris, puisque vous tournez votre clip là-bas. Comme tout le monde, j'aurais voulu que ce soit sur nos tropiques. Mais je vois que la vision et la démarche de revenir et essayer aussi d'impacter dans votre terre d'origine sont là. Ouais. Mais dans tous les thèmes que j'aborde, en fait, même si le clip est là-bas à Paris, tous les thèmes sont d'ici. Absolument. Ouais. C'est basé sur les vécus d'ici et puis voilà, et la culture d'ici. Parce que je pense que voilà, c'est une question qu'elle voulait poser, peut-être qu'elle l'a oublié. Elle voulait savoir de quoi ça parle, Mampok, la chanson. Mampok, c'est en fait, je refuse. Mampok ma bañ daal. Donc mooy dama bañ nit ku bañ des ginnaaw en fait. du toog di xaar ñu koy dimbale wala affaire yooyu day continuer di liggéey même bu nekkee neex na bu neexul yow si moom rek moo xam li nekk nii daal. Macha Allah. Loolu la. Super. Très bel esprit. Ouais, exactement. En tout cas, vraiment, nous vous souhaitons une bonne continuation. Je ne sais pas si vous avez un agenda, quelques dates que vous voulez, faire savoir aux gens. Est-ce que vous avez des choses que vous préparez, un album? Ouais, non, en fait, j'ai déjà fini les albums que j'ai commencé. Donc là, je suis en train d'attaquer d'autres albums encore en même temps, avec des featuring peut-être. Voilà. Mais pour l'instant, les projets avec le Covid qui a été fait tout chamboulé, donc on ne peut pas faire quelque chose. Mais on prévoit de faire quelque chose en 2023. En 2023. En octobre. En tout cas, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau à IMI. Nous avons également été très heureux d'avoir pu continuer la discussion avec Ousseynou Gueye. Notre troisième invité nous avait fait défaut, donc il a bien voulu nous accompagner. Il a bien voulu nous accompagner pour cette seconde partie. Remercier mes jeunes à moi, Laura Fortes, Thierno Souleymane Diopnian. Remercier tous les techniciens de la RTS. Remercier tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches soirs. À dimanche prochain, Inch'Allah.